Bonjour et bienvenue sur la chaîne Redstone Consulting pour une nouvelle vidéo en vidéoconférence. Bonjour Mickaël. Bonjour Nicolas. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité du mois d'avril en protection des données en cybersécurité. Je pense qu'on va rester un peu sur le topic du Covid pour commencer. Et puis, on va faire un petit tour de la Suisse avec ses nouvelles applications de traçage. Alors, on voit que maintenant, avec la crise sanitaire, le haut du pic est passé, et puis qu'on est gentiment en train de discuter de plus en plus de déconfinement et des mesures économiques qui vont avec. Un de ces moyens qui est mis en avant pour augmenter les chances de réussite d'un déconfinement et éviter une deuxième vague, c'est l'application de traçage. En Suisse, elle s'appelle l'application DP3T, qui est développée en collaboration unique entre les PFL et l'ETH, notamment, avec d'autres entreprises aussi. Et Nicolas, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que les deux écoles polytechniques ont amené sur la table? Parce que je crois qu'elles ont retenu l'attention de Google et de Apple, notamment pour le protocole Bluetooth qui a été développé, si je ne me trompe pas. Oui, tu as tout à fait raison. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé un protocole concurrent au protocole qui était développé pour l'application notamment française Stop Covid. Donc là, on a un protocole qui se base sur Bluetooth et la grosse différence des Européens, et notamment des Français. En fait, sur le protocole européen/français, il y a un serveur central, c'est-à-dire que les données remontent sur un serveur central sur lequel il y aura du big data et de l'intelligence artificielle pour en fait prévenir les gens s'ils ont croisé quelqu'un d'infecté. Là où le modèle DP3T suisse est un modèle décentralisé, les données sont sur les téléphones. Donc, ce qui assure en fait un niveau de confidentialité un peu plus élevé puisqu'on n'a pas un serveur central avec les données. Donc la solution suisse est quand même meilleure. Alors, sur le papier, oui, sur le papier, elle est bien meilleure dans le sens où elle a respecté la confidentialité du fait qu'il n'y a pas de serveur centralisé. Maintenant, que ce soit le protocole français ou le protocole suisse, que ce soit DP3T ou l'autre, on a quand même des questions qui se posent, des graves questions. C'est-à-dire, on a un côté au niveau protection des données, il y a le débat en cours. À l'instant où on parle au Parlement sur le fait est-ce qu'il y a une base légale ou pas à utiliser ça. C'est le côté, Oui. on va dire, protection des données. Il y a le côté sécurité, où moi j'ai quand même un problème à laisser le Bluetooth allumé en permanence sur mon téléphone avec un protocole totalement récent qui l'exploite H24. C'est quand même une porte ouverte en fait aux hackers pour accéder au téléphone. On a le problème aussi, c'est que alors il n'y a pas de serveur centralisé, mais il y a quand même des données qui remontent sur des serveurs pour notamment l'envoi de. Enfin, c'est plus un pool d'informations, mais les données remontent quand même à un serveur, même si elles sont chiffrées. Donc, bon, voilà. Je me dis peut-être Oui, qu'aujourd'hui, on n'est pas. deux Pardon. personnes qui ont les informations, si je ne me trompe pas, c'est le médecin qui fait le test sur le patient et puis le serveur centralisé quand même cantonal, quoi. Voilà. Mais bon, tout est chiffré théoriquement, mais peu importe. Je veux dire, ce qui est chiffré aujourd'hui sera certainement déchiffrable demain, donc c'est pas forcément non plus une bonne solution. Et Donc puis, là, peut-être juste, pardon, par rapport au protocole Bluetooth, euh, on- enfin, si on le voit sur notre iPhone, par exemple, il est déclenché, il n'est pas enclenché automatiquement. Enfin, si, quand on allume notre téléphone, il est enclenché, mais on voit que ce n'est pas une volonté de Apple de le laisser enclencher tout le temps. Et puis, je crois qu'ils ont dû revenir en arrière. Il y a une nouvelle version qui va sortir de iOS et de Android ce mois-ci, ou cette semaine même, je crois, euh, où le protocole Bluetooth va être modifié pour pouvoir être actif en permanence. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible, hein. C'est juste. ouais, ça c'est un Donc, gros donc, souci. au niveau cyber, on revient en arrière, en fait. Pour moi, c'est un gros souci de sécurité cyber, ce Bluetooth activé. Moi, le premier truc que je fais le matin, c'est que j'éteins le Bluetooth dès que le téléphone s'allume. J'encourage les gens à faire pareil. On est d'accord, sans Bluetooth, ça ne marche pas, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on a vu le côté des problématiques au niveau data privacy de la base légale. On a vu le côté cybersécurité où on ouvre quand même une boîte de Pandore avec ce Bluetooth, malgré ce que les gens veulent bien dire. Oui. Et puis, pour moi, le troisième aspect, c'est le côté après fonctionnement de l'application.
du fait que ça utilise le Bluetooth, c'est que de ce que j'ai lu, en fait, pour pouvoir venir dans le catalogue de quelqu'un comme quoi on a été en contact, il faudrait que nos deux Bluetooth restent en contact pendant 15 minutes. Ouais. Alors, ça lève aussi un problème des faux positifs et des faux négatifs. Ça veut dire qu'on va avoir dans nos bases de contact des gens qui ne sont peut-être pas forcément, avec qui on n'a pas forcément interagi, parce que voilà, le Bluetooth suffit d'être derrière un mur pas très large et puis ça passe. Le signal va passer. Donc voilà, au-delà de l'aspect cyber et protection des données, pour moi, il y a un vrai aspect fonctionnel. Est-ce qu'on lance pas trop vite une application dont on ne saura pas si en fait il sera accurate, s'il sera juste dans son traitement de la donnée ou pas. Et donc ça fait quand même beaucoup de questions, hein, je trouve, pour une application qui est censée arriver dans quelques semaines. Oui. Donc ils en discutent au Parlement, là c'est bien parce qu'en Suisse on a la chance de pouvoir avoir au moins notre Parlement qui peut délibérer sur cette question de l'utilisation de cette application. Je crois que le Conseil fédéral a dit jusqu'à maintenant qu'il n'y avait pas besoin de modifier le règlement, la loi suisse, ou bien de trouver des bases légales. Tout était là pour pouvoir utiliser cette application. Le Parlement, par contre, en tout cas le Conseil des États, hier, a dit que ce n'était pas le cas. Il réclame au minimum une base légale et une certitude que l'utilisation se fera sur une base consensuelle de la part des utilisateurs. Est-ce que, à ton avis, ces garanties, c'est suffisant? Et non, c'est un débat que j'ai maintenant depuis quelques semaines avec pas mal de monde et que on est également dans un problème d'éthique. Ce n'est pas parce qu'on peut faire des applications qu'on doit les faire. Et pour moi, là, on a vraiment la question, oui, la technologie nous permet de le faire. Ouais. Et ça, c'est très bien. Néanmoins, est-ce qu'on doit le faire? Et avec tout ce qu'on a déjà cité auparavant, les problèmes de protection des données, les problèmes de cyber, les problèmes de fonctionnement de faux positifs et de faux négatifs, quand on voit tout ça, et puis surtout c'est sur la base du volontariat et qu'il faut au moins 60% de la population avant d'y arriver. Ouais. C'est énorme. Hein. Quand tu mets tout ça en ligne, tu te dis, mais est-ce que c'est ça la bonne réponse? Est-ce que c'est la réponse à apporter à la problématique du moment? Ouais. Voilà, évidemment, c'est plus des questions d'éthique, c'est des éthiciens, ce sera des sociologues qui devraient discuter de ça. Mais j'entends, on est exactement dans cette question. C'est comme pour l'Internet des objets, quand on voit des caméras pour enfants, tous ces outils que je décommande fortement, et ben voilà, on est pareil. On peut le faire. Techniquement, on a la capacité de le faire, mais est-ce qu'on doit le faire? Voilà. Donc là, voilà, peut-être parce qu'on s'adresse régulièrement à des employeurs, on voit quand même que le Parlement va discuter de la question, savoir si on peut la mettre en place. Maintenant, il y a quand même l'air d'avoir une partie du secteur économique qui trouve encourageant de se dire qu'on pourrait avoir une application qui est en place pour limiter la propagation du virus en entreprise, puis essayer de garder un peu ses employés sains. Donc un objectif de santé et un objectif économique qui sont alignés. Est-ce que dans l'État, on peut se dire que on peut se permettre de prendre ce risque? J'ai quand même plein de PME qui sont pas dans une situation économique très évidente, et puis que devoir fermer ou de se retrouver avec la moitié de son personnel atteint du Covid, ce serait une catastrophe. Est-ce qu'on les encourage? Est-ce qu'on doit parce qu'aujourd'hui, il faut les encourager à utiliser cette application non, parce que si… là, par contre, on va avoir un problème de base juridique, parce que si tu encourages une société, enfin, en gros, si le message, c'est si vous utilisez l'appli, vous pouvez revenir, si vous n'utilisez pas l'appli, vous ne pouvez pas revenir. Ton consentement, il ne marche plus. Donc, de toute façon, on va avoir un vrai souci de consentement par rapport à ça. Donc là, on n'est plus dans une base consensuelle, on sera dans une base obligatoire. Donc non, moi, je suis, à mon avis, le droit il est assez clair là-dessus. On ne doit pas favoriser finalement son utilisation en entreprise. D'accord. Tu as un point à rajouter encore sur la question non, je pense que pour des moi, P3T, on a fait le tour. Moi, je suis assez, malheureusement, assez négatif sur cette application de traçage parce qu'on a beaucoup trop de questions ouvertes et les délais sur lesquels ces applications doivent arriver ne permettent pas d'y répondre. Donc, on met la charrue avant les bœufs et on ouvre des boîtes de Pandore bien trop importantes.
Bien trop Ouais, on a vu peut-être par comparaison avec le vote en ligne, le vote électronique. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on s'y attelle et puis on a toujours été. Il y a eu des hacks, il y a eu plein de soucis. Même avec toute l'expérience qu'on a aujourd'hui, on n'est pas encore très confiant qu'avec un vote électronique, on arrive à faire une votation qui est digne de ce nom. En tout cas, pas avec les moyens qui sont développés. Donc, on peut peut-être se dire qu'avec avec l'application suisse, il va quand même falloir attendre un certain temps avant d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux. Ouais. Bon, quittons la Suisse, on va dans l'Union européenne. Là, news intéressante, on voit qu'il y a des entreprises privées qui se sont proposées de faire des tests Covid à leurs employés. Donc, ça pose des problèmes de gestion, de traitement de données médicales. L'objectif, bien sûr, c'est de dépister rapidement les personnes en entreprise qui pourraient être infectées pour essayer de préserver la santé des employés pour pouvoir maintenir l'ouverture de l'entreprise. Bon, alors, tu peux nous dire en 2 mots ce que ça pose comme problème, ces tests, à ton avis? Oui, moi, je rappelle simplement que, en fait, si on fait ce genre de test et qu'on conserve quelque part le résultat de ces tests matchés à nos employés, ce sont des données à caractère spécial, des données sensibles selon le Ouais. règlement européen. Et les bases légales, enfin les possibilités pour traiter ces données sensibles sont quand même assez limitées. Moi, je rappelle simplement aux entreprises qui ont décidé de faire ce genre de test, eh bien, faites bien attention d'avoir une base légale, d'être dans le bon droit. Et ça implique aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire avoir une base légale, mais après les protéger peut-être plus que d'autres données, les supprimer dès qu'on n'en a plus besoin, etc., etc. Donc, c'est pas juste on fait les tests parce que c'est pratique, puis ça nous permet de revenir au travail. Ouais. De nouveau, on ouvre une boîte et il faut s'assurer de le faire dans les clous. Oui. Et puis aussi, peut-être, pour pas mal de ces entreprises, la nécessité d'avoir un DPO, hein, ce qui nous ramène sur le troisième point. On a vu la semaine passée que les autorités belges ont mis une amende de 50 000 € à une entreprise qui avait un DPO qui avait une double casquette. C'est à la fois directeur de l'audit, risque et compliance et à la fois DPO. Là, apparemment, ça passe pas. Il y a un conflit d'intérêts entre les deux. On commence à se dire que la loi GDPR nous autorise, RGPD, pardon, nous autorise à avoir des gens qui ont une double casquette, mais au final, de plus en plus, on se demande si c'est vraiment possible. Et un mot là-dessus? C'est un excellent jugement. Je suis hyper content qu'il arrive. Ça fait depuis 2 ans et demi qu'on clame, toi comme moi, que les PO, c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est pas juste une casquette qu'on rajoute, voilà, quand on a 5 minutes. C'est un vrai métier avec des gens qui sont pluridisciplinaires, hein, parce qu'on parle de compétences juridiques, compétences informatiques et surtout des énormes compétences en gestion de projet, en gouvernance. Donc, c'est un peu un couteau suisse, un vrai DPO. Et donc, j'ai peine à croire effectivement qu'on puisse cumuler une fonction de DPO, en tout cas dans une société où il y a des traitements de données personnelles importants. J'ai peine à croire qu'on puisse cumuler cette casquette de DPO avec une autre casquette, quelle qu'elle soit. Et là, surtout, ce qu'il aurait reproché, c'est l'article 38 qui nécessite, en fait, qui dit que le DPO doit être indépendant, en fait, des traitements de données. De nouveau, je vois mal comment on peut être directeur financier ou directeur RH ou directeur informatique, être dans les traitements de données et en même temps avoir l'indépendance nécessaire pour faire le rôle de DPO. Donc voilà, moi je le dis depuis un moment, arrêtons de minimiser ce rôle de DPO. Et pour moi ce jugement il est parfait pour commencer à mettre les entreprises, les organisations au diapason sur le fait que le rôle de DPO ne peut pas être pris à la légère. Ouais, d'ailleurs, le jugement est très intéressant. On voit que la Cour va assez loin pour justifier de l'indépendance du DPO vis-à-vis de ses autres fonctions. Il y a même une analyse des matrices RACI qui est faite au sein de l'entreprise. On demande des documents pour savoir à quel niveau la personne se situe dans quelle décision. C'est intéressant de voir qu'on n'est pas juste là pour parler d'indépendance ou c'est pas juste du blabla. Il y a vraiment quelque chose derrière et la Cour tient à mettre les points sur les i.
Et là, alors, pour nous, c'est un argument de taille aussi sur l'externalisation du DPO. Je pense que Ouais. c'est un bon point pour l'externalisation du DPO. Et même si on l'externalise, ça ne veut pas dire que le dépôt externe reporte tout en bas de l'échelle. Le DPO doit reporter suffisamment haut pour que s'il constate Tout à des fait. anomalies, il puisse les faire savoir, C'est clair. qu'ils soient internes ou externes. Ouais. Voilà. Très bien. Mais écoute, merci pour ces points. Je pense qu'on a fait le Merci tour à un peu toi. de l'actualité. Ouais. À suivre donc le résultat de notre session extraordinaire de Parlement sur cette application DP3T. Ouais, c'est cette À semaine. voir si c'est approuvé ou pas. En tout cas, on suivra l'actualité et on vous la fera savoir. Je vous Splendide. souhaite tous une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, le pouce en l'air si vous avez aimé, un petit commentaire, etc. Ça fait toujours plaisir. Et donc, à très bientôt. Ciao, Mickaël. À bientôt. Salut Nicolas.